La post-vérité, c'est l'organisation que nous avons, grâce notamment, là pour le coup, au monde numérique, c'est très documenté, aller chercher des informations qui vont seulement dans le sens de nos croyances préalables, ce qu'on appelle le biais de confirmation, à nous enfermer dans des espaces où les gens pensent comme nous et on va se polariser. La post-réalité, c'est une étape un peu supérieure, c'est l'étape d'après en quelque sorte, et nous y sommes déjà. Et elle est particulièrement dangereuse pour les démocraties, vous avez complètement raison. C'est que c'est une façon de s'organiser pour ne plus entendre ces rebuffades que le réel impose à nos désirs. Donc, on peut s'organiser de bien des façons. Prenons un exemple de Trump, il est un peu tarte à la crème, mais c'est pas lui qui a créé cette situation, c'est un symptôme en fait de la situation. Mais par exemple, il casse manifestement tous les thermomètres qui le gênent lorsque la température du réel ne lui plaît pas. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. En face de moi cette semaine, Gérald Bronner, sociologue à la Sorbonne, auteur d'un livre, j'insiste, fascinant parce qu'il l'est et ça recoupe plusieurs des thèmes que nous avons abordés au cours des derniers mois, sinon des dernières années. Ça s'appelle « À l'assaut du réel » et c'est très bien illustré par quelqu'un de compétent, Goya, dans les circonstances. C'est Saturne dévorant un de ses fils et j'ai le sentiment que ça annonce le programme. D'abord, merci d'être là. Merci de votre invitation et bonjour. C'est un honneur parce que je me suis régalé en vous lisant. C'est pas la première fois que je vous lis. Vous êtes aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages avant, mais je dirais que c'est peut-être la somme de tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire que cette idée de s'intéresser au réel ou à sa négation, toutes vos recherches vous menaient un peu là, non? Oui, mes recherches et puis l'état du monde contemporain. Je conçois ce livre un peu comme le troisième opus, disons, d'une trilogie qui aurait commencé avec La démocratie des crédules, Apocalypse cognitive et donc À l'assaut du réel, le troisième tome, tous trois publiés aux Presses universitaires de France. Ouais. On est un peu dans une apocalypse cognitive en ce moment. Oui, et depuis pas mal d'années, à vrai dire. Ce que j'essaie dans ce livre, c'est de montrer que les mondes numériques, c'est-à-dire Internet communément, les réseaux sociaux, ont en fait été un élément de détonateur d'une situation historique, idéologique qui la précède. Mais les mondes numériques ont accéléré la situation dans laquelle on est, raison pour laquelle j'avais utilisé le terme d'apocalypse cognitive, non pas tant pour annoncer d'ailleurs la fin des temps, que pour montrer que ces réseaux sociaux, les traces que nous y laissions, c'est-à-dire nos obsessions mentales, révélaient en fait les faces les plus obscures de notre cerveau, par exemple pour la conflictualité, pour les peurs, pour ce qu'on appelle en philosophie les passions tristes. Oui, et ces passions tristes ont toujours existé, sinon qu'elles sont accélérées et amplifiées aujourd'hui. Voilà, ce qui fait la caractéristique de la sociologie que j'essaie de pratiquer, c'est d'essayer d'abord de m'intéresser aux sciences cognitives, voire même plus loin aux questions de primatologie, par exemple, pour déceler des invariants de l'espèce humaine, des invariants mentaux, lesquels s'hybrident dans un contexte ultra contemporain, un contexte économique, social, idéologique, je le disais, et c'est les deux qui forment en quelque sorte ce détonateur de la situation que nous sommes en train de vivre. Et pour le sociologue et historien peut-être aussi, ces invariants, quels sont-ils? En tout cas, l'invariant auquel je m'intéresse particulièrement dans À l'assaut du réel, c'est ce qu'on appelle en anthropologie la wishful thinking ou la pensée désirante, c'est-à-dire quelque chose de très banal, notre volonté, et personne n'est, exempt de cette volonté-là, de plier le réel à nos désirs. Dès le plus jeune âge, quand nous sommes enfants, nous pensons parfois que nos idées peuvent influencer le monde. Par exemple, parce que quand nous sommes tout petits, nous avons qu'à pointer des objets et il y a des grands géants, n'est-ce pas, qui comme par magie exécutent nos désirs. De là que s'organise une confusion entre notre pensée et le réel. Donc c'est ça la pensée désirante et les plus vieilles mythologies, les plus vieux textes qu'on a dans le monde. Gilgamesh. Exactement, l'épopée de Gilgamesh. Elle montre quoi, elle raconte quoi? L'histoire d'un être qui ne veut pas mourir, donc déjà qui veut s'affranchir de sa condition biologique. Donc ça a toujours existé, mais les conditions contemporaines, disons, donnent une amplification sans précédent à cette pensée désirante. Sinon que cette idée d'immortalité est davantage à nos portes, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, je ne dirais pas correctement, mais réalistement, pardonnez le néologisme, supposer qu'on n'est pas très loin de cette idée où on deviendra immortel. Alors, la pensée désirante vient bousculer
ce qu'est notre certitude biologique depuis toujours. Absolument. D'ailleurs, je ne fais pas un procès en fait à cette pensée désirante. En réalité, elle est la colonne vertébrale du développement humain. Sans cette pensée désirante, nous n'aurions pas taillé des silex, par exemple. Et nous avons toujours essayé de nous affranchir des conditions biologiques de notre corps, qui sont assez défavorables. Nous n'avons pas de carapace, nous n'avons pas d'ailes, nous n'avons pas de crocs. On est fragile. Nous sommes très fragiles physiquement. Et en effet, les rêveries d'immortalité se trouvent dans les plus vieux textes, mais ces rêveries, elles s'adossaient, disons, en quelque sorte, à une pensée magique, mythologique. Il fallait rencontrer un serpent, par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, qui avait le secret de l'immortalité. Aujourd'hui, ces rêveries s'adossent plutôt à de la technologie. On pense, par exemple, au mouvement transhumaniste, qui, en effet, conjecture qu'il sera peut-être possible de s'affranchir de notre corps biologique, par exemple en téléchargeant notre conscience dans du silicium. Ça a un très grand avantage parce que ça permettrait de partir à la conquête de l'univers. Sinon, c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même la vitesse de la lumière qui conduirait à ce qu'on visite des planètes très lointaines en quelques centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers d'années. Et notre corps biologique n'est pas d'accord pour ça. Donc, il faut trouver une solution. Oui, il est plutôt réfractaire. Sinon que cette idée d'injecter notre conscience dans du silicium appelle aussi qu'on ait baliser correctement les frontières de notre conscience et qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Parce que là-dessus, la science est encore à tâtonner. On se demande on est même franchement en pleine science-fiction, pour dire la vérité. Et d'ailleurs, vous remarquez à juste titre que toutes les communautés dont on va peut-être parler lors de notre échange, et dont beaucoup cherchent à s'affranchir des conditions biologiques, alors pas toujours avec la technologie, quelquefois juste avec l'idéologie, en redéfinissant les termes qui définissent notre corps, nos appartenances. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, il y a une forme de dualisme philosophique derrière ça. Ça veut dire qu'on construit l'être humain en imaginant qu'en quelque sorte, il a une âme, un esprit qui s'opposerait à la matérialité de son corps. Donc il s'agit de partir à l'assaut de la matérialité de son corps en vue de libérer ce que cet esprit, en fait, devrait vraiment devenir. C'est une grande obsession du monde contemporain, peut-être notre grande aventure collective. Qui suis-je ? Et surtout, qui aurais-je pu devenir ? Et est-ce qu'il est trop tard pour devenir cet être-là ? Voilà. Mais ça nous laisse toujours sur notre appétit, cette idée de ce que nous pourrions être virtuellement. Et c'est à l'origine de toutes nos frustrations, parce qu'on a aujourd'hui probablement le sentiment d'habiter un espace technologique qui nous permet de tout transcender. Or, d'abord, c'est pas vrai. Et plus encore, je ne sais pas si c'est même souhaitable. Parce que nos contingences faisaient aussi beaucoup partie de ce que nous étions, je ne sais pas quel serait le bon mot, mais humain, ce que nous avons toujours été. D'où l'idée de l'assaut du réel, parce que la réalité, le réel, se fait connaître, disons, par les rebuffades qui l'opposent à l'expression de notre désir. Donc, un des paramètres fondamentaux, c'est la dérégulation de ce désir. Si vous espérez au-delà du possible, vous allez forcément rencontrer le terme que vous avez utilisé à juste titre, la frustration. Et cette frustration, elle peut soit opérer un reflux du désir, c'est-à-dire on va essayer de contourner le réel, et c'est peut-être une partie de l'explication des épidémies, par exemple, de dépression qu'on voit dans le monde, 300 millions de cas. La dépression est définie par les psychiatres non pas comme une tristesse de l'âme, mais comme une anédonie, c'est-à-dire une absence de désir. Donc le désir reflue face à l'impossibilité de sa réalisation. Mais il y a d'autres types de stratégies. Il y a des gens, par exemple, au Japon, on les appelle les hikikomori, qui rentrent un jour, c'est des jeunes garçons, souvent des adolescents, dans leur chambre, qui n'en sortent plus pendant des mois, des années, voire des décennies pour ceux qui n'en guérissent pas. Et maintenant, ce sont des communautés où il y a des millions de personnes. C'est pas seulement au Japon, il y en a, ils ne s'appellent pas avec les mêmes termes en Italie, les bamboccioni, etc. On désigne en fait des individus dont le désir a reflué, parce que pour les hikikomori au Japon, ça correspond à la fin des années 80, début des années 90, où il y a une pression scolaire très importante, en particulier sur les garçons, qui dans une société patriarcale sont censés assumer, je dirais, les coûts d'une famille, etc. Et ils rencontrent une crise économique sans précédent au Japon. Les deux facteurs organisent un reflux du désir, c'est-à-dire une frustration, puisqu'ils avaient l'idée qu'ils pouvaient espérer très haut, réussir en tant que cadre supérieur d'entreprise avec un très bon salaire, et tout à coup, ces espoirs sont entachés d'une incertitude. Et c'est ça, dans le fond, qui nous réunit tous, notre commune humanité, c'est non seulement de désirer, mais précisément, c'est le prix à payer, ce désir se heurte toujours à l'incertitude. Nous ne savons pas si ce désir va être réalisé, et nous avons beaucoup de mal à ne pas tenter toutes sortes de choses pour réduire cette incertitude. La magie, la superstition, mais aussi la technologie,
aujourd'hui sont des expressions de cette volonté de réduire l'incertitude chez les êtres humains. C'est d'ailleurs l'expression que vous employez, le singe magicien, c'est ce que serait l'homme par rapport au singe nu de Desmond Morris. Mais cette idée que l'on essaie peut-être d'enchanter un réel qui ne l'est pas suffisamment. Oui, parce que depuis toujours, on a cherché à tracer une frontière entre nous et le reste du monde animal. Je dis bien le reste du monde animal parce que nous sommes des animaux, évidemment. Mais nous sommes des animaux un peu particuliers. Alors, vous savez, dans la Bible, par exemple, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la sortie du jardin d'Éden. Et donc, c'est la distinction du bien et du mal. Donc, en fait, c'est notre curiosité aussi, d'une certaine manière. Eh oui, notre curiosité qu'on paye très très cher hein, dans l'histoire de la Bible. On est maudit pour cela. Mais en tout cas, les animaux sont considérés comme incapables de distinguer la frontière morale. En réalité, l'éthologie contemporaine montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, pour certaines espèces, il semblerait qu'elles aient comme une proto-morale. Alors moi, je propose d'établir une autre frontière qui est la perception du monde des possibles. Je pense que nous sommes l'espèce qui percevons avec le plus de virtuosité ce monde des possibles, ouvert devant nous, puisque nous vivons toujours au présent. Et le futur représente une sorte d'éventail de possibles. Et bien dans cet éventail de possibles se logent à la fois nos désirs, ce que nous voudrions réaliser, et la peur, l'incertitude par rapport à des possibles que nous craignons, voire qui nous terrorisent. Et puisque vous parlez de ces horizons, temps, et notre incapacité à bien contempler le passé aujourd'hui, vous avez cette expression aussi, vous parlez d'un présent qui cannibalise tout. Pourquoi ? Oui, c'est ça. L'avantage, disons, du présent, c'est qu'il n'est pas le futur. C'est-à-dire que le futur représente une incertitude. Et quand je parle de singe magicien, c'est que précisément, nous essayons de nous déplacer dans cette arborescence du possible en utilisant parfois notre pensée désirante, qui est une forme de magie. Vous savez, quand vous êtes incertain, quand vous êtes angoissé, par exemple, les étudiants qui vont passer les examens, ou si vous attendez des résultats médicaux pour vous, pour des proches que vous aimez, personne n'est superstitieux, mais beaucoup sont quand même tentés discrètement de toucher du bois ou d'emprunter ce chemin qui porte bonheur ou d'avoir ce stylo, etc., etc. Nous avons tous des petits rituels intimes. Et donc, ces techniques mentales nous servent depuis toujours à essayer de nous déplacer dans cet espace de possible. Mais en fait, nous avons aussi conjecturé l'existence de mondes, je parlais du Jardin d'Éden par exemple, où dans le fond, demain ressemble toujours à aujourd'hui qui ressemblait à hier. C'est-à-dire que les jours se succèdent sans aucune incertitude. Et c'est exactement ce qu'organisent les hikikomori dans leur chambre. Ils ritualisent leur vie. Non seulement ils ne sortent plus de leur chambre, ce qui leur évite de rencontrer la grande vie et le réel, mais en plus, ils exigent de leurs proches, de leurs parents, de suivre des rituels scrupuleux parce qu'ils veulent absolument, par leurs rituels, contrôler l'espace des possibles. Mais c'est la répétition, donc, infinie du même film. C'est Groundhog Day. Exactement, c'est un jour sans fin. En québécois, c'est le jour de la marmotte. Ouais, c'est-à-dire c'est un bon nom, parce qu'effectivement, c'est le jour de la marmotte que se déroule le film. Oui, c'est un jour sans fin. Alors évidemment, ça peut ressembler à l'enfer quand on pense aux hikikomori, ou prenez même les textes utopiques, écrits par Thomas More, Kabe, Campanella. Ils racontent en fait des sociétés, des organisations sociales où il n'y a jamais d'incertitude. Alors pour eux, c'est la panacée. Pour nous, c'est un peu terrifiant. Et c'est pour ça que, sur la couverture du livre, vous avez mentionné la figure de la peinture de Goya, c'est-à-dire de Saturne qui dévore ses enfants. Alors, c'est une peinture un peu choquante. Elle est classique. Mais en l'occurrence, c'est bien Saturne qui dévore ses progénitures. C'est-à-dire que c'est le présent qui dévore le futur. C'est pour ça que j'utilise le terme de présent cannibale. Et d'ailleurs, c'est une compulsion maintenant quasiment mondiale, puisque je donne des données de comparaison internationale sur plus de 50 pays, où dans 62% des cas, avec donc des cultures très différentes, les citoyens de ces pays déclarent ne plus se soucier de l'avenir en disant « il se débrouillera bien tout seul, ce qui compte c'est le présent et la jouissance du présent ». Ce qui explique peut-être aussi cette propension grande aujourd'hui chez les jeunes personnes à refuser l'idée de la paternité. Certainement. Ne plus engendrer, parce que de toute façon, le présent se suffit à lui-même, comme si l'horizon demain ne devait pas être contemplé. Et c'est sans doute aussi la peur de l'avenir. Cette peur de l'avenir fait encore une fois refluer le désir vers le présent. Et d'ailleurs, les sondages montrent aussi dans différents pays que les gens n'ont plus envie de vivre dans l'avenir, mais souvent dans un présent ou dans un passé un peu immédiat. C'est pour ça que je parle de nostalgie, en faisant un jeu de mots N-O-W, que les anglo-saxons comprendront. La nostalgie, voilà, pour bien la prononcer. Et ça, c'est aussi une compulsion généralisée.
Et on en trouve d'autres signes, par exemple, avec l'affaissement littéral à partir des années 60, donc vous voyez, bien avant Internet, l'affaissement littéral de la notion de progrès. Et dans toutes les langues, en français, en anglais, en italien, en espagnol, toutes les langues ou en allemand, j'ai pu observer en utilisant des données numériques, montrent qu'à partir des années 60, 70, l'usage du terme même progrès s'effondre dans toute la littérature mondiale, se substitue à cet usage l'usage du terme innovation, qui est beaucoup plus individuel, vous voyez. Toute forme d'aventure collective est affectée maintenant par la volonté, encore une fois, de se trouver soi-même. Et on voit par d'autres données qu'à peu près dans la même période, on a une explosion du développement personnel, qui consiste, encore une fois, à partir à la recherche de soi-même en se demandant qu'est-ce qui, dans mon environnement, m'a empêché de devenir moi-même. Parce qu'on est toujours victime de quelque chose, finalement, dans cette logique. C'est ça. C'est que, généralement, cet environnement, il est toxique. Alors, on en a des fameux exemples avec toute la psychanalyse, qui nous invitait à chercher la toxicité dans nos liens familiaux, en particulier avec maman ou papa, mais surtout maman. Et ça a donné lieu à des interprétations délirantes concernant l'autisme, par exemple, avec y compris des prescriptions tout à fait dramatiques, et une culpabilisation de la mère, je le rappelle. Mais au-delà de la psychanalyse qui a perdu beaucoup de son prestige mondial, nous avons, des types d'explications doloristes, c'est-à-dire qui visent à nous faire rechercher des éléments de toxicité dans notre environnement. Là, maintenant, il y a une nouvelle épidémie de ce qu'on appelle les nouvelles sensibilités, la grande sensibilité. Et donc, les générations auxquelles on est confronté sont des individus, en particulier les classes les plus jeunes, qui se déclarent hypersensibles à tout et qui cherchent sans cesse, c'est-à-dire qui s'auto-observent. Et quand on s'auto-observe, on a des ressentis. On finit par trouver quelque chose, mais pas forcément ce à quoi on s'attendait. En tout cas, on finit par trouver des narrations. La caractéristique donc de notre société, c'est que non seulement les individus sont rentrés vers eux-mêmes à la recherche de leurs ressentis, qu'ils essayent d'objectiver, et ils trouvent sur le marché des idées toute forme de narration pour absorber ces anomalies de ressentis. J'avais une conversation il y a quelques semaines avec un anthropologue que vous connaissez peut-être, qui a enseigné longtemps à l'université McGill et qui vient d'écrire Homo fragilis et qui lui référait à l'indice Moynihan de Daniel Moynihan, l'ancien sénateur, qui disait, dans le fond, plus on vit dans une société moderne avancée et qui a repoussé les limites de la souffrance, plus la souffrance perçue est grande. Oui. Il y a comme une décorrélation entre la réalité, le réel, et ce qui est perçu comme étant problématique, difficile. Oui, c'est-à-dire que les bases, le plancher de l'acceptabilité descend de plus en plus. Vous connaissez la célèbre fenêtre d'Overton, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a des choses qui étaient inacceptables, qui deviennent acceptables, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire des choses qui étaient acceptables par le passé deviennent inacceptables par une augmentation de la sensibilité. J'ai pas de jugement moral par rapport à ça, mais il y a un très bel article dans la revue Nature qui montrait cela, qui montrait par exemple que même la détection des couleurs, quand vous avez quasiment que des couleurs bleues et vous cherchez des taches violettes dans les couleurs bleues, et si vous faites disparaître les taches violette, eh bien les gens vont percevoir des différences infimes de bleu comme étant du violet. Et c'est exactement pareil pour les normes morales. Quand on abaisse le niveau de sensibilité, c'est-à-dire ou qu'on l'augmente d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus sensible, la moindre enfreinte nous paraît inadmissible et génère évidemment des indignations collectives. Donc j'aime assez le terme de Homo fragilis. C'est un livre qu'il faudra que je lise, manifestement. Qui est d'ailleurs disponible ici en librairie. Anthropologue canadien, qui a fait, je pense, une très belle somme de ce qui est aujourd'hui le constat que vous tirez, mais à partir peut-être de racines qui sont un peu différentes, celles de l'anthropologie dans son cas. Tout à l'heure, vous parliez et c'est une petite parenthèse que je veux faire, dans certains cas, on fait appel à des rites ou des rituels pour peut-être vaincre la fatalité quand on est malade, quand on attend des résultats. Je me demandais, en vous écoutant, s'il était possible que la perte de la foi soit, toute chose n'étant pas égale, un recul pour notre capacité à bien vivre. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a plus de foi, où on pense fonctionner qu'avec la raison, il y a au total pour l'homme peut-être une perte de sérénité. En tout cas, la baisse... Et je n'en appelle pas ici au retour à l'Église. J'entends bien. Non, mais la religion est une institution sociale quand elle s'organise autour d'églises, qui a bien des qualités et bien des défauts, comme l'histoire l'a montré. Quant aux hypothèses métaphysiques qu'elle engage, ça la regarde. Je n'en sais pas plus que qui que ce soit. Je pense que personne n'en sait plus que qui que ce soit sur cette planète.
Toujours est-il qu'un article récent, très très récent, qui vient de paraître il y a quelques jours, de la revue Nature Human Behavior, montre qu'il y a une chute mondiale en fait de la foi en 3 étapes. Donc ça peut sembler surprenant parce qu'on parle beaucoup de religion, en tout cas en France, ça agite beaucoup, et sans doute le cas aussi au Canada, au Québec. Et donc cette baisse qui s'organise sur un segment temporel de 200-250 ans, donc c'est vraiment un temps assez long, qui commence par une baisse des rituels les plus coûteux, le pèlerinage, etc., puis par un retrait de la croyance en elle-même, puis enfin la 3e étape par l'abandon de l'identification à soi, même si on n'est plus croyant, à, par exemple, le christianisme. Il y a des gens qui disent « je suis chrétien », mais ils ne sont pas croyants, mais c'est une identification, disons, c'est un élément identitaire. Donc ces 3 étapes sont très avancées, notamment en Europe de l'Ouest, elles sont assez avancées, y compris partout, ce qui est très intéressant pour toutes les religions. Christianisme, islam, bouddhisme et hindouisme, qui peut sembler surprenant parce qu'on a parfois l'impression de rebond du fait religieux. Alors, je ne vois pas dans l'avenir, je renvoie vos auditeurs à cet article de la revue Nature Human Behavior, mais pour répondre à ce point, cet article pointe ce que je crois aussi, et ce que j'avais écrit dans un ancien livre qui s'appelle L'Empire des croyances, qui est apparu il y a plus de 20 ans maintenant, qu'en fait, la croyance se métamorphose. En réalité, le reflux éventuel des institutions religieuses, s'il persévère, va pas laisser, disons, la chaise vide. Parce que c'est vrai que d'abord, on peut y revenir, la rationalité n'apporte pas forcément un récit. La rationalité, c'est une méthode d'appréhension du réel. Donc, c'est pas un récit. Donc, elle aura toujours, si je puis dire, quelques mètres de retard sur des propositions religieuses ou mythologiques qui sont des récits. Ou l'envie narrative. Et on a besoin de narration, et la rationalité n'est pas vraiment une narration. Elle avait un peu le mythe du progrès avec elle, qui était une forme de narration historique, mais je viens de dire qu'il s'est largement effondré, et c'est une des explications aussi de notre sentiment d'anomie, c'est-à-dire de perte de repères. Il semblerait que d'autres types de propositions narratives se substituent aux propositions religieuses, comme la spiritualité un peu vague, qui se fragmente en église, parfois en secte même, ou même le conspirationnisme, les théories du complot sont des formes sécularisées, si vous voulez, de lecture du monde. Et on a donc un reflux possible sous d'autres organisations, mais c'est vrai que la religion dans certains espaces sociaux, je suis moi-même agnostique, donc je n'ai pas du tout d'engagement envers ça, mais c'est aussi une institution qui crée des formes de régulation, bien entendu, et qui crée des formes de cohérence. Donc, c'est pas du tout s'il faut déplorer ou craindre, mais en tout cas, sociologiquement, c'est très intéressant. Parce que c'était un lien qui nous permettait peut-être aussi de faire face à l'angoisse. D'ailleurs, vous connaissez l'étymologie du terme religion, qui est religere, qui est de relier, en effet, oui. Et de nous relier, aujourd'hui, c'est peut-être problématique en société. On a de la difficulté à faire société, on y reviendra parce que c'est le cœur de ce que j'aimerais aborder avec vous. Vous parliez tout à l'heure justement de ce que... On cherche des certitudes dans un monde incertain. Ça explique peut-être la tentation totalitaire et le type d'incarnation politique qui vient avec ça. Mais à l'instant, vous montriez du doigt le complotisme comme une forme de religion. Ça m'intéresse beaucoup parce que... Comme une croyance, en tout cas. Oui, pas une quasi-religion. Mais ça m'intéresse parce que je dis souvent que, comme journaliste, je me dois d'être un peu complotiste parce que dans l'histoire, il y a eu des complots. Et le nier, c'est de passer à côté de l'évidence, que l'histoire est faite de plein de complots. Et aujourd'hui, j'ai ce problème, justement, quand je m'intéresse au réel, de ce que c'est disqualifiant que de penser qu'il puisse y avoir des complots. Et j'ai l'impression que ça dégage une autoroute pour tous ceux qui sont, non pas en train de comploter, je les connais pas, je les vois pas, mais pour tous ceux qui agissent, pas nécessairement en toute impunité, mais agissent sachant qu'il est très difficile de nommer le complot aujourd'hui. Oui, alors... Parce que vous me suivez. Je vous comprends totalement, et vous pointez un élément important. Le complotisme, ce n'est pas croire qu'il y a des complots. Il y a bien sûr des complots dans l'histoire. Le complotisme, c'est une méthode d'administration de la preuve pour démontrer qu'il y a des complots qui est inacceptable d'un point de vue, du point de vue rationnel. Il serait dommage de croire qu'il n'y a pas de complot dans le monde. On gagnerait en crédulité, ce qui nous éloignerait des théories du complot et dont je pense que le prix serait trop lourd à payer. Le problème des conspirationnistes et des complotistes, c'est qu'encore une fois, ils utilisent des méthodes pour démontrer l'existence de complots qui sont au pire risibles, grotesques, et dans certains cas très intéressantes, mais je dirais
trompant l'esprit, comme par exemple le fait d'invoquer des coïncidences dans l'actualité et d'en faire des éléments de causalité. Et comme vous le savez, corrélation n'est pas coïncident. C'est un des éléments tarte à la crème. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai étudiés dans mes travaux, parfois des livres ou même des articles scientifiques. Il y a des modes d'administration que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire qu'on accumule des arguments qui sont tous extrêmement fragiles, mais le tout donne une impression de solidité. Et le président ou ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, vous dirait que c'est un peu le principe du faisceau de la preuve aussi. C'est-à-dire que toutes ces preuves qui n'en sont pas, qui finissent par être suffisamment accablantes, pour autant ne sont pas une preuve. Mais pour lui, c'est un millefeuille en ce moment. Oui, ben certainement. C'est un argument qui peut être utilisé et retourné comme une chaussette, bien entendu. Mais je pense qu'une pensée méthodique, je préfère ça qu'à la notion d'esprit critique, une pensée méthodique, tout simplement, telle qu'on la trouve dans la pratique scientifique. La science n'a pas le monopole de cette pensée méthodique, mais elle l'illustre merveilleusement bien par des techniques de contrôle des variables, justement. On sait distinguer ce que sont des corrélations et des causalités, tout cela, on sait le faire. Ou par exemple, ne pas laisser son jugement être biaisé par des échantillons qui ne sont pas représentatifs. En fait, la méthode scientifique telle qu'on l'a définie, c'est simplement une façon rationnelle de négocier intellectuellement avec le monde. Mais vous constaterez avec moi qu'on enseigne assez peu l'esprit critique. J'ai l'impression qu'on est tous désarmés devant justement toutes ces interprétations, tous ces narratifs qui sont offerts, et que le citoyen lambda a été très mal équipé pour développer son esprit critique. Oui, ben je le déplore, je suis assez d'accord avec vous. Je ne saurais pas en faire d'ailleurs le reproche à nos systèmes éducatifs qui ont été tout simplement débordés par l'apparition des mondes numériques. En fait, je crois qu'on a toujours eu besoin d'esprit critique, mais l'apparition des mondes numériques, c'est-à-dire de la dérégulation du marché de l'information qui donne parfois une prime au faux, encore une fois aux passions tristes, etc., rend absolument nécessaire aujourd'hui une forme de révolution pédagogique autour de la pensée méthodique. Il faut absolument que les jeunes esprits, et les moins jeunes d'ailleurs, par la formation continue, tout le monde en fait, puisse s'initier librement à la question de la pensée méthodique. Et vous voyez, le développement de cette pensée méthodique ou de l'esprit critique n'est absolument pas une assignation à croire ceci ou croire cela. La pensée rationnelle ne vous dit pas que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Absolument pas. Elle n'a pas de position sur ce genre de questions. Elle ne sait pas s'il y a un complot ou pas un complot, par exemple. C'est la notion même de l'agnosticisme. C'est cette idée qu'on ne sait pas nécessairement en amont. Voilà, donc simplement, nous sommes capables, après une formation, d'évaluer la qualité d'une démonstration. Par exemple, moi aujourd'hui, je sais pas, par exemple, prenons les attentats du 11 septembre qui ont donné lieu à beaucoup de théories du complot. Je ne sais pas, moi, s'il y a eu un complot ou pas. Je suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas ouvert les dossiers. Simplement, je constate que ceux qui croient qu'il y a eu, par exemple, un complot autour du 11 septembre apportent des formes de démonstration qui sont inacceptables du point de vue de l'espace rationnel. C'est tout. Ça va pas plus loin. De la même façon que si je crois à la théorie de l'évolution plutôt qu'au lamarckisme, au finalisme, au créationnisme biblique ou que sais-je, c'est parce qu'elle absorbe des anomalies, c'est-à-dire que le modèle intellectuel qui est proposé est beaucoup plus robuste que ses concurrents. Voilà. Et si demain la science démontre autre chose, de façon plus robuste, je dirais ok. Ce qui est tout à fait possible. C'est possible. Et c'est ça la force, c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas, ils confondent avec une forme d'idéologie de la science, etc. Non. La grande force de la science, c'est qu'elle est capable, c'est une institution sociale, donc elle peut avoir des résistances, mais elle est capable de se réformer, elle l'a montré tout au long de son histoire, on change de programme. Bien sûr, on n'en change pas comme ça, parce qu'il faut quand même beaucoup de preuves pour, par exemple, je sais pas moi, pour montrer que la physique einsteinienne est fausse, vous avez quand même intérêt de vous lever très tôt le matin, quoi. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'éléments qui convergent vers la robustesse de ce modèle. Mais la physique newtonienne était, disait-on en certains temps, immuable. C'était le dernier mot. Et d'ailleurs, Einstein a dû bagarrer très fort pour imposer une vision, non pas alternative, mais complémentaire. Oui, pas alternative, parce qu'elle est seulement localement vraie, en fait. Mais par contre, en effet, elle est que localement vraie. C'est en même temps un système absolument magnifique. Mais voilà, la science a démontré qu'elle est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Simplement, il faut qu'il y ait suffisamment d'anomalies dans un modèle pour justifier de changer de modèle. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison. Or, les conspirationnistes, pour terminer, eux, ne changent jamais de modèle. C'est ça que je veux dire. Vous aurez beau leur apporter tous les arguments du monde, c'est pas Einstein, quoi. Vous voyez, ils vont rester à la physique, c'est même pas de Newton, c'est comment dirais-je, d'Aristote ou de ce genre de choses, quoi. Mais vous conviendrez avec moi que la science
peut aussi, et c'est un vrai souci dans le monde d'aujourd'hui, être politiquement instrumentalisée. Absolument. Et elle l'est beaucoup, y compris par des forces qu'on ne redoute pas. C'est-à-dire qu'il est tentant, ponctuellement, d'asservir la science à ses besoins de communication politique. Oui, et absolument. Et vous aurez peut-être remarqué, parce que vous me faites l'amabilité d'être un lecteur, m'avez-vous dit que j'essaye d'être vigilant, quelle que soit l'origine politique de ces volontés de manipuler la science. Elles peuvent en effet devenir de la droite, de l'extrême droite, ou de la gauche, ou de l'extrême gauche. Je pense que si on veut bien se tenir dans l'espace public, il faut être capable de dénoncer les dérives d'où qu'elles viennent. Et en effet, comme la science est un objet de prestige social et qu'elle peut assurer des positions d'autorité, eh bien, évidemment, elle donne lieu à toutes sortes, disons, de convoitises. Oui, on veut se l'approprier pour Absolument. avoir cette espèce de tribune ou de magistère qui serait incontestable. C'est vrai, c'est exactement ça, oui. Or, en démocratie, moi, cette idée qu'en amont, il y a des idées qui sont incontestables, je pense que c'est détestable. Il faut se méfier de ça. Après, il faut remarquer que définitivement, il y a des formes d'idées qui sont supérieures à d'autres. Par exemple, la Terre n'est pas ronde à proprement parler, parce qu'elle est, elle est plutôt ronde. Elle est plutôt ronde, et en tout cas, elle est bien plus ronde que plate. Vous voyez, donc il y a quand même ce modèle qui dit que la Terre est ronde, mais aussi imparfait soit-il, est quand même très supérieur épistémiquement à un modèle imaginant que la Terre est plate. Bon, on n'arrêtera pas là-dessus parce que ça serait terminé sur un truisme contre lequel j'ai vraiment aucun argument et je ne voudrais pas en avoir. Je disais, l'objet pour moi, c'est notre capacité à bien vivre ensemble. Tout à l'heure, quand on a commencé cette conversation, et à faire vivre le moins mauvais de tous les systèmes, c'est Churchill qui l'a dit, la démocratie. Or, c'est très, très difficile de le faire en ce moment, d'autant que, et ça, vous le faites assez habilement, on est passé de la post-vérité, que vous pourriez peut-être définir, à la post-réalité. Et dans le monde de la post-réalité, je ne sais pas s'il est possible de revenir en arrière pour être capable de partager des faits pour en débattre. Oui, la post-vérité, c'était le mot de l'année en 2016 par le dictionnaire d'Oxford. Ça correspond à l'élection de Donald Trump. C'est pas une coïncidence, évidemment. Il a beaucoup usé de mensonges, on le sait. Et précisément, on voit qu'en usant beaucoup de mensonges, il a pourtant pas été, je dirais, délégitimé en tant qu'homme politique. Il a même été réélu aux États-Unis assez nettement. Et donc, ça veut dire qu'une partie de ses partisans se contrefichent de ce qu'ils mentent ou disent la vérité. Et donc, la post-vérité, c'est l'organisation que nous avons, grâce notamment, là pour le coup, au monde numérique, c'est très documenté, à aller chercher des informations qui vont seulement dans le sens de nos croyances préalables, ce qu'on appelle le biais de confirmation, à nous enfermer dans des espaces où les gens pensent comme nous et on va se polariser. La post-réalité, c'est une étape un peu supérieure, c'est l'étape d'après en quelque sorte, et nous y sommes déjà. Et elle est particulièrement dangereuse pour les démocraties, vous avez complètement raison. C'est que c'est une façon de s'organiser pour ne plus entendre ces rebuffades que le réel impose à nos désirs. Donc, on peut s'organiser de bien des façons. Prenons un exemple de Trump, il est un peu tarte à la crème, mais c'est pas lui qui a créé cette situation, c'est un symptôme en fait de la situation. Mais par exemple, il casse manifestement tous les thermomètres qui le gênent lorsque la température du réel ne lui plaît pas. Y compris quand on parle de climat, puisque vous parlez de température et de thermomètre. Absolument, le climat, ou même les études statistiques du travail qui vont pas dans le sens de la vision du monde qu'il veut donner aux États-Uniens, etc., etc. Et donc, la post-réalité, elle nous conduit en fait dans une situation qui est extrêmement grave pour tous les systèmes sociaux, mais en particulier pour les démocraties, où en fait nous vivons dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Et si nous vivons dans un monde différent, mental, c'est une guerre de sécession, mais une guerre de sécession mentale cette fois, c'est-à-dire que... Ou de rupture avec le réel. Oui, même, en fait, il n'y a même pas besoin de trancher de qui a raison. Par exemple, il suffit de voir que les gens ne sont pas d'accord sur les éléments de la réalité pour montrer la gravité de la situation. Si pendant la pandémie de Covid, par exemple, on en a eu de la post-réalité qui commençait à venir, et des gens qui croyaient que le virus n'existait pas. Et d'autres croyaient que le virus existait. Bon, moi, je fais partie des gens qui croient et qui savent que le virus existe. Mais admettons même qu'on ne puisse pas trancher cette question. Voilà. Admettons qu'on s'organise pour ne pas pouvoir trancher cette question. Eh bien, il est évident que le socle commun est fracturé. Vous ne pourrez pas mener de politique publique rationnelle sur ces questions si vous avez une partie importante de la population qui croit que le virus n'existe pas. Mais là, on est dans un cas de figure manichéen où ça serait
pas de virus versus un virus. Alors, je suis comme vous, évidemment, convaincu, et je l'étais à la première seconde, en fait, très longtemps avant qu'on soit affligé de tout ça, j'étais assez convaincu que le virus existait et allait nous frapper de plein fouet. En fait, en Chine, en décembre, janvier de cette année, je voyais se développer cette affaire en me disant, ça sent très mauvais. Ouais. Mais donc, deux cas de figure. La négation, où il existe, moi je vous dis entre les deux, il y a une zone grise plus intéressante qui est ce qu'on peut dire à l'intérieur de l'espace où on reconnaît que le virus existe. Par exemple, est-ce que c'était de nier le réel que de poser des questions sur son origine, animale ou pas? Est-ce que c'était de nier le réel que de dire, il faut absolument imposer l'enfermement de nos populations, l'isolation, et même faire en sorte que les enfants ne puissent plus aller à l'école pendant de longs mois et, dans certains cas, plus d'une année, avec tout ce que ça a engendré de conséquences délétères sur les enfants qui aujourd'hui sont de jeunes adultes. Toutes ces questions me semblent plus intéressantes dans la zone grise et où on peut renvoyer certainement notre capacité rationnelle à voir les choses et pour autant à questionner sans être irrationnel. Absolument, mais c'est pour ça que j'ai, de façon introductive, insisté sur le fait la question n'est pas tant de savoir tout de suite si les uns ou les autres ont raison. La question est de constater qu'il y a un caractère irréconciliable entre ces communautés, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a toujours eu des controverses dans les démocraties, mais aujourd'hui, notre espace commun se fracture, ce qu'on appelle la polarisation, avec des représentations du monde qui sont irréconciliables. Or, dans une démocratie ou dans n'importe quel système, mais dans une démocratie, encore une fois, plus que dans les autres, les hommes politiques sont comptables des politiques publiques qu'ils mènent, et il faut pour cela s'entendre, par exemple, sur des données économiques ou macro-sociales. Regardez ce qu'a fait Donald Trump quand il a licencié sa chef du bureau des études statistiques du travail, c'est-à-dire qu'il nie des données sur le réel qui ne lui conviennent pas, donc vous ne pouvez pas. Si vous êtes dans un pays, par exemple, où certains croient qu'il y a 3% d'inflation et d'autres pensent qu'il y a 14% d'inflation et que ces deux communautés sont irréconciliables, vous ne pouvez pas faire surgir ce qu'on appelle l'intelligence collective. Or... Et on ne peut pas gouverner. On ne peut pas prendre de mesures si le mal est diagnostiqué de façon si radicalement différente. Exactement. On ne peut pas se prendre de mesures. On vit dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. C'est ce que je vous disais. Et en l'occurrence, il y a des menaces quand même qui sont devant nous, comme les perturbations climatiques, il y a des questions démographiques, il y a une pandémie pour y revenir, etc. Et toutes sortes de menaces. Or, ce qui faisait la caractéristique du singe magicien que nous sommes, des êtres humains, c'est encore une fois avoir une condition biologique assez défavorable, mais par contre, nous sommes capables de mutualiser de l'information. C'est ça qui a fait notre supériorité dans l'espace du vivant. Nous sommes capables de nous coordonner pour chasser, par exemple, y compris des animaux qui sont bien plus gros, bien plus forts que nous, des mammouths jadis ou autres. Ça implique une coordination, c'est-à-dire qu'une confiance dans l'information réciproque. Et c'est ça qui est grippé. C'est pour ça que, depuis plusieurs livres, j'insiste sur le danger civilisationnel que nous courons. C'est pas quelque chose d'artefactuel, de provisoire. Nous sommes confrontés à une étape, un carrefour de notre histoire. Nous pourrions en ressortir extrêmement grandis ou au contraire très affaissés. Très affaissés comme dans un scénario où il n'y aurait plus de civilisation, de capacité à vivre de manière civilisée aussi. Je n'annonce absolument rien, j'en sais pas plus que qui que ce soit qui nous écoute, mais vous ouvrez les deux avenues. Oui, il serait très imprudent d'imaginer que notre civilisation a pour destin de durer toujours, parce qu'aucune civilisation n'a duré toujours. Il y a eu de grandes civilisations dans l'humanité qui se sont effondrées, et donc il est important de proposer des diagnostics peut-être un peu sévères de la situation. C'est le rôle des intellectuels. Je veux dire, moi je suis un universitaire, un chercheur, et mon rôle d'intellectuel dans l'espace public, c'est d'être en quelque sorte un avocat du diable. Je ne prêche pas le pire. J'essaie d'attirer l'attention de nos concitoyens et de nos décideurs éventuels sur un certain nombre d'externalités négatives de la situation que nous vivons. Intéressant que je ne dirais pas que vous ayez l'audace de vous définir comme intellectuel. En France, ce n'est certainement pas une audace, mais il reste que dans le monde d'aujourd'hui, le rôle actif de l'intellectuel est beaucoup malmené.
Oui, les intellectuels ne se sont pas toujours illustrés de la belle façon. Je veux dire, il y a des... On est parfaitement d'accord. Voilà, je veux dire, des figures comme Jean-Paul Sartre, etc., pour lesquels je n'ai pas beaucoup de respect, pour être tout à fait honnête. Ils ont nié le réel, déjà. Absolument, et de façon, disons, moralement tout à fait discutable. Donc ça, je ne mets pas sur un piédestal les intellectuels. J'utilise ce terme parce qu'il est communément utilisé en France pour désigner des gens qui prennent dans l'espace public des positions, qui donnent des analyses, qui sont fondées sur des réflexions philosophiques, sociologiques, etc. Donc, il n'y a pas de prestige particulier pour moi qui s'attache à cela. Par contre, il y a des devoirs. Et une responsabilité. Voilà, il y a des responsabilités que je viens de dire là, qui sont d'attirer l'attention de nos concitoyens sur certains thèmes en argumentant le mieux possible, en convoquant, c'est mon rôle là de la part de scientifiques en moi, la sociologie a une vocation scientifique, en convoquant des données massives pour essayer d'accréditer, disons, la thèse que je développe dans ce livre. Vous parliez de thermomètre cassé. Votre thermomètre à vous, il vous dit qu'on est en danger. Je parle du thermomètre du sociologue, non pas comme espèce, mais puisque vous parliez de risque civilisationnel. Est-ce qu'il y a un danger? Parce qu'on en parle beaucoup. Il y a même des gens qui sont devenus des spécialistes de plateau qui nous parleront d'un déclinisme qui est comme une volonté quasi masochiste de nous mener nous-mêmes à notre perte. Mais au-delà de ce qu'on ferait consciemment ou non, il y a un danger à partir du moment où il n'y a plus de réel sur lequel on puisse tous être ensemble assis. Est-ce qu'il y a un danger de délitement? Oui, il y a un danger, il y a un risque clair de délitement, ça me semble évident. D'ailleurs, il a commencé déjà d'une certaine façon. Je crois qu'il y a aussi le risque tel qu'il pourrait se produire, nous ne l'imaginons pas forcément, parce que quand nous pensons au pire, nous pensons au fascisme, etc. Il y a des formes politiques de transmutation, par exemple, de la démocratie qui sont à l'œuvre pour l'instant, peut-être provisoirement, peut-être ça n'a pas duré très longtemps aux États-Unis, où on a une forme de démocratie tyrannique, vous voyez, et pas qu'aux États-Unis, bien entendu, mais c'est la première puissance du monde, donc elle attire notre attention. Mais toutes les forces politiques qui ont le vent en poupe en ce moment en Europe sont très semblables. Exactement. On est dans cette tentation, alors je ne dirais pas tyrannique, mais autoritaire. Oui, c'est un néopopulisme en fait, sont des gens qui surfent sur l'idée que le peuple, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils entendent par là, serait trahi par des formes d'élite, auxquelles eux évidemment n'appartiennent pas du tout, et qu'il s'agit de combattre. C'est un récit qui est très ancien en réalité, mais qui s'adosse en plus aux techniques numériques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ces leaders, généralement, ils sautent au-dessus de l'intermédiation des journalistes et ils parlent directement au peuple, entre guillemets, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Évidemment, encore une fois, Donald Trump est la figure prototypique de Sinon, cela. Que les architectes de la méthode sont plutôt italiens, si on se fie à Adam Poli, et que c'est les 5 étoiles et les inventeurs... Pepe Grillo. J'avais jadis aussi écrit des textes dès le début du mouvement 5 étoiles en pointant le danger de ce néopopulisme. Donc il a en effet précédé beaucoup d'autres figures avec un succès peut-être moins éclatant, ils ont obtenu de très très bons scores électoraux. Mais je dirais que ce qui caractérise notre situation, c'est la possibilité du risque, mais surtout la considérable incertitude dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que prenez par exemple l'intelligence artificielle, le développement de l'IA, dont je parle beaucoup aussi dans l'assaut du réel, puisque, si vous voulez, c'est un des éléments technologiques qui contribue à perturber la frontière entre le réel et la production artificielle d'images, de vidéos ou de textes. L'IA, elle nous fait peur, elle me fait peur par certains aspects, et en même temps, elle est porteuse de promesses absolument prodigieuses, que ce soit en matière de santé publique, mais même, pourquoi pas, en matière de gestion des affaires politiques. Vous savez, il y a un historien qui s'appelle Tenter qui étudie justement la fin des civilisations dont on vient de parler. Et lui, il a essayé de voir s'il y avait des modèles. Et un de ces modèles, le modèle qu'il propose, qui est très intéressant, c'est que les civilisations s'effondrent lorsque la complexité qui les caractérise représente un coût supérieur à l'avantage de cette complexité. Et quelquefois, dans le monde contemporain, on a l'impression, en particulier avec l'Europe, que je suis très pro-européen, mais il se trouve que des couches administratives sont tellement complexes, par exemple pour faire de la recherche, j'en sais quelque chose, qu'on est beaucoup plus absorbé dans la gestion administrative qu'à faire... Par le résultat de la recherche. Absolument, et tout le monde vous dira ça. Donc c'est un problème objectif. C'est très contre-productif, tout ça. Mais peut-être que l'IA pourrait considérablement nous aider, car ce sont des outils
dont la qualité première est d'optimiser tous les processus. Peut-être que nous pourrions nous délester de ces processus administratifs qui ne sont pas sans raison. Chaque couche a ses raisons, c'est ça le problème. Mais l'ensemble des couches forme un élément déraisonnable. Peut-être que l'IA nous aidera à ne pas sombrer dans l'affaissement de la civilisation que décrit Tenter. Alors, je vais vous demander de m'aider à réfléchir activement à certaines de vos propositions, parce que tout à l'heure, vous avez souligné que la très grande majorité des électeurs de Trump, lucides sur ces mensonges, ont dit de toute façon, je m'en fiche. Et je suis assez... Et il se trouve que... J'ai pas dit à très grande majorité parce que je ne sais pas, mais je suppose une certaine proportion. Une portion importante de cet électorat, on parle de 75 millions d'individus, ne sont pas dupes de ce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et la proposition que je vous fais, d'ailleurs, comme ce jour où, pendant l'épidémie de COVID, il a recommandé de s'injecter ou de l'eau de Javel, je ne me rappelle plus tellement, tout le monde s'est indigné. J'ai dit, mais il est en train de troller les autorités. Son public sait très bien, évidemment, qu'il n'est pas sérieux, qu'il y a un deuxième degré, mais prendront Donald Trump au premier degré que les censeurs, que les médias, et tout le reste de ses électeurs vont rigoler mais très ouvertement, de ceux qui ont pris sa recommandation au premier degré. Alors, je reviens à ce que ces Américains ne sont pas dupes de ces mensonges, mais sont convaincus que ceux qui ont été aux manettes avant lui ont, à leur manière, nié le réel plusieurs fois. Et on pourrait faire l'inventaire des registres où le réel a été nié, et qu'ils étaient prêts à faire le pari de voter pour quelqu'un qui était un menteur comme un arracheur de dents, mais qui faisait la promesse de ce qu'il allait se retrousser les manches et faire ce que les autres ne faisaient pas, y compris gouverner et faire mentir cette idée que l'impuissance publique est la vocation de tous les gouvernements en Occident. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le pari de Trump, une envie de dire « les menteurs qui m'ont précédé seront la marche sur laquelle je vais justement, moi, mentir sans aucun prix à payer. » Oui, je suis assez d'accord avec au moins une partie de l'analyse. Parce que, encore je ne sais pas si c'est une analyse, je vous mets du matériel sur la table. Ce qui est difficile à établir, c'est la proportion de ceux qui prennent au premier degré, parce que je crois qu'avec cette affaire d'eau de Javel, par exemple, il y a quelqu'un quand même qui en est mort. Donc c'est... Mais bon, je ne banalise pas ça. Ouais. Mais je pense que beaucoup se sont indignés sans comprendre que le personnage aussi se foutait de leur gueule. Il trollait pas. D'ailleurs, dans le livre, vous l'avez vu, il y a un chapitre qui s'appelle le Kai Phoebe avec Trump. Kai Phoebe, c'est un terme de catch. C'est du verlan du 19e siècle qui veut dire « be fake », continue à être faux. C'est ce qu'on dit aux catcheurs quand ils sortent de leur rôle. Tout le monde sait que c'est un peu pour rire, mais on a envie d'y croire quand même. On fabrique cette... Voilà, c'est la suspension volontaire de l'incrédulité. Voilà ce que disait un poète anglais du 19e siècle. Suspension of disbelief. Quand on fait du cinéma, quand on fait du théâtre, exactement. On demande aux spectateurs d'entrer dans une bulle où tout le monde, évidemment, sait que c'est pas vrai. Voilà, tout à fait. Et je crois que vous avez parfaitement raison. Donald Trump a cette intelligence de communication de jouer avec ses codes et qui fait qu'il met des chiffons rouges devant ses opposants et que en effet, toutes les tentatives de défaire ses mensonges, les preuves qu'il a menti, etc., laissent relativement indifférent une partie de ses partisans, tout simplement parce qu'ils se disent « oui, mais peut-être que ça c'est faux, mais globalement, il a raison ». Et il donne aussi en effet l'impression de casser les codes, disons, du langage politique, lequel, en France, on parle de langue de bois. Je ne sais pas si vous utilisez aussi. C'est la même chose. Okay. Cette langue de bois, si vous y réfléchissez un instant, qui a prévalu longtemps dans le discours politique et consiste à occuper le maximum de temps possible d'exposition en disant le minimum de choses. Donc ça donne une impression de vacuité. Avec une certaine satisfaction, d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent la langue de bois. Oui, parce qu'on a évité toutes sortes de pièges. J'ai passé une demi-heure à ne pas répondre aux questions. Voilà. Ce qui compte, c'est pas que je dise quelque chose. Ce qui compte, c'est que je ne dise surtout pas ce qu'il faudrait pas que je dise. Voilà. Alors que Trump, lui, il s'en contrefiche. Et c'est ce qui fait sa grande force, c'est qu'il est capable de dire des choses. Et nous découvrons de façon sidérante que ça ne change pas grand-chose. Il a beau dire des choses totalement scandaleuses, même dans certains cas, ou franchement fausses, et les deux parfois, eh bien, ça ne change pas grand-chose à la perception qu'on en a. Et c'est une très très mauvaise nouvelle. Et là aussi, il y a une étude que je ne peux pas citer dans le livre parce qu'elle est postérieure à sa publication, absolument remarquable, qui étudiait les discours des politiques américains à partir du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont fait bien sûr ça de façon automatisée, c'est des millions et des millions de données.
Et ils ont essayé de décrypter dans ces discours les éléments de sincérité, déclaratif, je crois que, etc., et les éléments de factualité. Et en fait, l'un est incompatible avec l'autre. Plus vous avez des éléments de sincérité dans votre discours, plus on croit, moins c'est avéré. Moins c'est factuel, en tout cas. Et pour bien dire que la chose remonte à un certain temps, les auteurs de l'article montrent que la bascule a été faite aux États-Unis dans les années Reagan, en réalité. Voilà. C'est-à-dire que les discours dominants en politique sont devenus des discours de sincérité avec des marqueurs verbaux de sincérité plutôt de factualité. Il est évident que de ce point de vue, Donald Trump est passé maître en la matière parce que lui, il ne parle que de son ressenti. Il avait dit ça d'ailleurs à propos de l'hydroxychloroquine. Il dit je la sens bien, moi, cette molécule. Ou par exemple, s'il fait froid pendant 2 semaines aux États-Unis, il va dire bah ouais, là, le réchauffement climatique, etc. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment le ressenti qui devient l'expression d'une politique publique. Mais alors, je vous repose de façon plus pointue ma question. Entre tous les mensonges avérés, démontrés, des fois véniels, d'autres fois pas du tout, de Trump, et l'incapacité, par exemple, en 2024, pour le Parti démocrate, de reconnaître le réel basique de ce que leur chef était incapable de mener une campagne, lequel des mensonges est le plus conséquent? Parce que d'un simple point de vue partisan, si j'étais démocrate, je dirais cette totale incapacité à contempler le réel leur a coûté très, très, très cher. On ne reprochera pas aux démocrates récemment davantage de ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient et de s'être menti à eux-mêmes. Alors je me dis, entre la somme de tous ces petits mensonges et plus grande, je n'essaie pas de faire une équivalence, mais je dis, ou je pose la question aux sociologues que vous êtes, comment se fait-il qu'on soit capable ou d'être indifférent aux mensonges de Trump ou de s'en indigner, mais que face à lui, il y avait des adversaires qui ont nié une portion énorme du réel qui a coûté très, très cher. Peut-être à la démocratie et très certainement, encore une fois, d'un point de vue partisan, aux démocrates. Le politique, en général, s'adresse aux opinions publiques et donc il y a souvent un certain paternalisme dans l'esprit des politiques dont il faudrait qu'ils se défassent d'ailleurs, qui consiste à protéger le public de certaines vérités, voire de mentir sincèrement, toujours avec cette idée que la fin justifie les moyens, bien entendu, etc. C'est une erreur à chaque fois. C'est toujours une erreur, certainement. Ceci étant, le mensonge en politique, de même que certaines théories, comme les théories du complot qu'on a évoquées, ne sont pas équiréparties dans le spectre politique. Il y a des études très, très nombreuses et solides sur cette question qui montrent que ces questions de fausses informations partagées, par exemple, elles sont beaucoup plus sensibles sur le camp très à droite du spectre politique et très à gauche, mais avec une asymétrie quand même, c'est-à-dire que c'est sensiblement plus fort à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et en fait, la radicalité en général, y compris religieuse d'ailleurs. Et ça, c'est très, très documenté. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Donald Trump considère que ce type de recherche est politiquement orienté. Vous voyez, c'est la charrue avant les bœufs. C'est qu'en fait, comme ces recherches montrent généralement que les républicains trumpistes mentent, diffusent plus de fausses informations que les autres types, et les démocrates en diffusent aussi, mais moins, disons, il considère que ces chercheurs sont en fait pieds et poings liés pour les démocrates. Et sans doute, peut-être d'ailleurs qu'ils ont une sensibilité plutôt à gauche. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, mais ça aboutit, par exemple, au grand laboratoire d'études de ces questions de Stanford, de fermer, tout simplement parce que les financeurs de l'université ont commencé à plus vouloir financer, donc par prudence. Puis il y avait des procès qui coûtaient très très cher aux universités. Eh bien, on casse les thermomètres. On va casser le thermomètre qui mesure la diffusion des fausses informations, puisqu'elle indique qu'elle est plus fréquente dans un camp politique que dans l'autre. Et si c'est la réponse qu'on ne veut pas, on préfère ne pas avoir de mesures. Oui, mais vous savez, il y a mon collègue Roland Benabou, qui est un grand économiste, qui est d'ailleurs professeur à Yale, ou qui l'était, montrer que dans certains cas, nous sommes capables de payer pour ne pas savoir. On croit que l'information, elle vaut toujours quelque chose, mais quelquefois, il y a des acteurs, dans certaines circonstances, qui préfèrent même payer pour ne pas savoir. Mais je crois que, oui, une partie de notre époque contemporaine illustre ça. Mais peut-être que ma question tout à l'heure était trop longue, ça m'arrive, mais je disais, parce que ça nous renvoie à votre livre sur l'assaut du réel, cette incapacité même collectivement aux États-Unis de voir l'évidence en 2024 et pendant de longs mois, avec des médias qui ont tous été complices et qui ont même accablé ceux qui posaient la question sur la santé ou l'acuité ou le dérapage cognitif du président qui était montré du doigt pour être des alliés du candidat Trump, alors que c'était évidemment
pas tout à fait le cas. Moi, je pense que si l'affaire avait été plus tôt contemplée, peut-être qu'un autre candidat démocrate aurait pu s'imposer et mieux faire aux élections. Vous avez complètement raison et je ne vois pas pourquoi les croyances qu'on appelle les croyances motivées seraient encore une fois seulement l'apanage ou le monopole des républicains ou des trumpistes. En France, je suis éditorialiste pour l'Express et il m'est arrivé souvent de tirer mes flèches, par exemple, à l'adresse de Macron et du gouvernement Macron, vous voyez, qui n'est pas ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, mais plutôt à l'extrême centre. C'est ce que certains disent. C'est ce que lui dit vouloir incarner. J'aime pas tellement cette expression d'ailleurs, mais peu importe. Et disons que, en tout cas, je ne manque pas de mentionner les erreurs de raisonnement, voire les tentatives de manipulation. Très récemment, par exemple, l'Élysée a déclaré qu'une scène qui s'était produite entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qu'il avait giflé apparemment dans un avion et qui était aperçue par des caméras, eh bien que cette scène avait été créée par intelligence artificielle par les Russes. Ils ont d'abord déclaré cela. Et ça a duré quelques instants. Oui, ils ont très vite rétro-pédalé, mais ce réflexe interprétatif en dit long sur le risque que nous courons, y compris donc en France, y compris avec un gouvernement qui flirte pas avec les radicalités d'extrême droite ou d'extrême gauche. Nous avons tout de même le réflexe possible de ce qu'on appelle le dividende du menteur, c'est-à-dire en comptant sur le fait que les images aujourd'hui sont brouillées par l'IA et qu'on va de plus en plus avoir de mal de distinguer ce qui est vrai ou artificiel, eh bien... dire non, cela je l'ai pas fait, cela n'est pas arrivé. Donc c'est arrivé dans plusieurs pays, ce genre de choses. Et quand c'est arrivé très brièvement, vous avez raison, en France, je n'ai pas manqué de le dénoncer publiquement. Et ce que ça nous dit surtout, c'est ne croyez surtout pas ce que vous voyez. Aujourd'hui, c'est à peu près la logique opérante. Oui, et le risque, c'est ce que j'appelle dans le livre le scepticisme opportuniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous n'arriverons plus, nous en sommes quasiment là, en tout cas du point de vue du citoyen de base que nous sommes, à distinguer le vrai et du faux dans les images, et dans les vidéos très bientôt, parce que là aussi c'est de plus en plus performant, il sera toujours loisible de nous dire, puisque je ne sais pas si c'est vrai ou faux, autant que je crois ce qui m'arrange, quoi. Voilà, c'est le scepticisme opportuniste qui va peu à peu s'imposer. Qu'est-ce qui nous reste pour être capable de faire société dans ce système qui est le moins mauvais d'entre tous, la démocratie, si nous n'acceptons pas individuellement qu'il y a des devoirs? Parce que je ne vois pas que la réponse puisse venir d'en haut, puisque ce qui vient d'en haut, par définition, est souvent peu ou pas crédible, parce qu'on estime, avant même d'entendre, que c'est partiel. Sinon partial. Il y a plein de paramètres, disons, qui font aboutir à cette situation. Certains sont de nature économique, je le montre dans le livre, ou de nature qui relève de la modération ou de la régulation des réseaux sociaux, etc. Mais tout cela est relativement hors de notre portée. Je veux dire, par exemple, la perception des inégalités, des injustices sociales, elle alimente, par exemple, le conspirationnisme. Donc, en fait, mais bon, je pense que la plupart des gens voudraient réduire ces inégalités ou ces injustices, seulement on n'y arrive pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut cesser d'essayer. Donc, je crois que ce que nous pouvons faire de mieux, parce que vous me demandez qu'est-ce qui nous reste, je pense que nous ne pouvons pas, et nous le savons, forcer les gens. Il ne suffit pas de dire non, ça sont les faits, tu dois croire les faits, etc. Parce que des gens qui sont résistants vont se dire oui, mais c'est toi qui me le dis, toi t'es acheté, qui etc. Voilà. Donc à partir de là, la suspicion sera toujours possible. Donc ce qui nous reste, c'est quand même notre magnifique cerveau. 1 million de milliards de connexions. C'est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Dans une petite boîte crânienne, peut-être que nous n'en usons pas tous de la même manière, mais c'est un outil qui a des ressources formidables. Donc, tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Simplement, en nous, il y a en effet un avare cognitif, quelqu'un qui s'abandonne à la pensée paresseuse, à ses intuitions, mais nous avons aussi un penseur analytique. Il y a une coexistence de nous-mêmes. Et c'est l'environnement direct qui va faire que c'est cette partie de nous, ou cette autre partie de nous, qui va se révéler dominante dans l'espace public. C'est pour ça que ce n'est pas juste un gadget quand je parle de faire une révolution pédagogique autour de l'esprit critique et de la pensée méthodique, c'est que... mais je suis avec vous. J'ai bien compris et je m'en réjouis. C'est que je crois que puisque la bataille des faits est en fait une conséquence, il faut d'abord gagner la bataille des méthodes. C'est-à-dire que si nous n'avions à peu près tous
nous étions d'accord sur les méthodes d'appréhension de la réalité, on pourrait se disputer après sur l'interprétation des faits. Parce que là, il n'y a pas une façon rationnelle de dire faut être de gauche ou de droite ou croire. Moi, je ne crois pas qu'encore une fois, que la pensée rationnelle vous dise quel type de croyance vous devez adopter en matière de bien, de mal, de beau, de laid ou de choses comme ça. En revanche, elle permettrait, par exemple, de défaire certaines démonstrations, par exemple conspirationnistes, qui ne tiennent pas la route. Elle nous permettrait de faire commun. Et le commun que personne ne pourrait défaire, car ce commun, c'est la pensée analytique qui est justement commune, qui est le plus beau patrimoine de l'humanité. Et ça qui est transculturel, etc. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Et ça ne va pas se faire avec un petit coup de baguette magique. Il faut une volonté collective vaste. Mais on a quand même besoin, à un moment donné, des politiques pour mettre en œuvre ces politiques. Moi, ce que je fais à mon petit niveau... vous l'avez sans doute pas aperçu, mais j'ai fondé une université populaire à la Sorbonne, c'est-à-dire pour qui se tient enfin vers 20h, enfin en toute fin de journée, pour que les salariés puissent venir. Où vous ouvrez les portes à des gens qui n'ont pas vocation à être à l'université en temps normal. Exactement, dans le très bel amphithéâtre Richelieu par ailleurs, ce qui donne une autre raison de venir. Et l'amphithéâtre qu'on porte ici en place, il est plein à chaque fois, et je demande aux gens de faire ruisseler cet enseignement. D'ailleurs, vos auditeurs peuvent aller voir, il est sur la chaîne YouTube de la Sorbonne, tapez Pensée critique et Gérald Bronner, vous les trouverez. Donc il y a 4 vidéos, il y en a une 5e qui vient, et là on a élargi, maintenant on est 10. Au début, j'étais tout seul. Nous sommes 10 dans cette université populaire, des gens comme Étienne Klein, que vous connaissez peut-être, etc., des penseurs français, des philosophes, Stéphanie Rosa et bien d'autres. Et j'espère ouvrir encore plus dans les années suivantes. C'est la petite goutte que je peux produire. Mais je regarde quand même en haut de la hiérarchie du pouvoir en me disant peut-être qu'à un moment donné, nos décideurs vont vraiment se réveiller sur ces questions et en faire par exemple une grande cause nationale. Pour l'instant, je n'ai pas été entendu. On l'a un peu court-circuité tout à l'heure, on aurait pu atterrir ici, mais sur cette tentation totalitaire qui semble en ce moment terriblement en vogue, comme une réponse simple à toutes les offres politiques que nous avons eues depuis 30 ans, qui n'ont pas tous été parfaitement récompensées, disons-le. Sinon que gouverner dans un monde aussi complexe n'est pas facile. N'est pas du tout facile. Bien certain. Et c'est ce que je dis souvent quand on me parle ici du Rassemblement national. Je dis, mais je pense qu'il faudrait qu'ils gouvernent pour qu'ils puissent faire la démonstration qu'ils ne sont pas aussi omnipotents que leur discours ne le laisse penser. C'est quand même un pari toujours un peu risqué, parce que le problème de ce genre de parti, je ne sais pas ce que ferait le RN, mais il suffit d'observer Donald Trump, qui a un autre style de politique, disons, assez tyrannique. Mais est-ce qu'il était inévitable qu'il y arrive? Parce qu'il l'a fait une fois entre 2016 et 2020. Les Américains avaient parfaitement compris de quoi il s'agissait. Et ils ont choisi de revenir vers lui en 2024. Oui, et il fait valoir quand même, encore une fois, la puissance de la tyrannie qui est compris potentiellement, paradoxalement, dans la démocratie. C'est-à-dire qu'avec l'assentiment des juges suprêmes, de la Cour suprême, ils peuvent faire des modifications très profondes, et y compris constitutionnelles. Là, ce genre de partis ont tendance à s'attaquer aux juges, systématiquement, c'est-à-dire au contre-pouvoir, aux journalistes. À la limite... Franklin Roosevelt avait la même ambition, avec, alors évidemment, des objectifs qui ne sont pas les mêmes, incarnant politiquement autre chose, mais avait les mêmes soucis face à la Cour suprême, la même volonté de l'asservir à sa volonté politique. Donc, c'est pas unique non plus. Certainement, mais il faut s'organiser pour que ce genre de choses n'adviennent pas. Je ne dis pas que d'accord avec vous. Tout homme de pouvoir ou femme de pouvoir a tendance à le concevoir de façon extensive, mais ça peut donner des États qui étaient des démocraties, qui ne ressemblent plus beaucoup à des démocraties. Prenons la Russie, par exemple, où le pouvoir des journalistes est totalement muselé. Est-ce qu'on a un souvenir récent d'une Russie qui était proche d'une démocratie idéale? Poutine est élu. Oui. Je suis d'accord. Mais maintenant, en plus, les élections sont totalement truquées, mais il a été élu dans un moment... J'étais à Moscou ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il a été élu initialement dans un moment où la Russie était encore une démocratie, où il y avait des médias quand même qui étaient libres, etc. Vous voyez bien comment les choses, en fait, ce qu'on sous-estime, c'est la rapidité avec laquelle la chute peut arriver. Et je trouve que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment est, à proprement parler, sidérant. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle une forme de tyrannie démocratique s'instaure. Et donc, alors évidemment, on peut toujours dire, c'est vrai que parfois l'exercice du pouvoir suffit à disqualifier quelqu'un, mais quand vous faites croire
C'est ce qu'a fait Donald Trump en 2016, c'était son génie politique, que vous êtes au pouvoir, mais vous n'y êtes pas vraiment, puisqu'on vous empêche d'exercer le pouvoir, le deep state, l'État profond, etc. Il n'y a plus de deep state, là, on est dans le overt state, puisqu'il dit très ouvertement tout ce qu'on imagine ou imaginerait si on est complotiste, qui sourdit en coulisses. Alors lui, il n'y a plus de coulisses. Tout est annoncé, y compris la rétribution contre ses ennemis politiques. Oui, enfin, il y a quand même des coulisses, parce que l'affaire Epstein, semble-t-il, oui, c'est vrai. le gène aux entournures, etc. Bon, je ne sais pas rien de ces affaires en l'occurrence, mais je dirais que, vous voyez, dans la rhétorique est assez astucieuse de faire croire, pour ne pas être désactivé par l'exercice du pouvoir, que vous êtes empêché d'exercer le pouvoir, mais ça vous oblige à inventer des ennemis. Ça vous oblige à inventer des ennemis de l'intérieur, et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça ressemble déjà au parcours narratif de la tyrannie. Donc, ces propositions politiques, elles ont cette force, en effet, parce que il est vrai que nous sommes à la fois fatigués, sidérés par la langue de bois, par la complexité administrative, par l'impuissance que nous ressentons, en fait. Le monde est devenu extrêmement complexe et nous avons l'impression d'être dépossédés de notre environnement, par exemple politique. La décision nous semble toujours plus lointaine et plus incompréhensible. Nous sommes aussi dépossédés de notre environnement technologique. Il est de plus en plus performant, mais nous ne savons pas intervenir sur cet environnement. Si vous avez un problème avec votre téléphone, vous n'allez pas l'ouvrir pour le réparer. Voilà. Et donc, moteur de voiture aujourd'hui. Exactement. Et donc, alors que jadis, disons, nous avions une impression de maîtrise plus importante. Donc, c'est ça aussi qui caractérise l'homme contemporain, c'est l'impression qu'il perd sa maîtrise sur son environnement. Alors, vous m'arrêtez si vous avez l'impression que je suis indûment insistant, mais ça m'intéresse vraiment parce qu'on m'a posé la question en amont des élections de 2024. Je débattais avec quelqu'un sur ce que serait ou sera éventuellement ou a été la volonté des Américains. Et on m'objectait que c'était presque d'être contraire aux intérêts de la démocratie que de répondre que les Américains seuls pourraient choisir de ce que serait leur président. L'alternative étant, il faut arrêter Trump avant qu'il ne soit élu. Et je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne gagnerait pas en clarté en France, par exemple, si le Rassemblement était élu, puis qu'il se butait au dur réel et faisait probablement, comme tous les autres partis avant eux, la démonstration de ce qu'il n'y a pas de solution magique aux problèmes qui sont les nôtres. Et vous m'avez rapidement répondu, attention, careful what you wish for, parce que peut-être ça sera une dérive. J'en sais rien, mais... J'en sais pas plus non plus. Hein. Mais si on pose la question, on se dit donc qu'il y a une partie des électeurs, aujourd'hui en France, 30 quelques %, qui sont peut-être pas qualifiés pour apporter la bonne réponse. Et c'est toujours ce qui m'embête. Est-ce qu'une démocratie doit faire le choix prophylactique d'éviter certaines options pour sauver la démocratie? Alors là, vous mettez en exergue le célèbre, disons, paradoxe, y compris de la tolérance qu'avait montré Karl Popper. C'est-à-dire que les démocraties ont toujours comme talon d'Achille d'être tolérantes face, y compris à des propositions qui réduiraient à rien la démocratie si elles arrivaient au pouvoir. L'Algérie s'est posé cette question avec le fils et a répondu de façon très autoritaire et sanguinaire, on s'en souvient. Il y a plusieurs formes de réponse. Là, c'est pas un piège. Hein, non, il n'y a pas de science. Moi, je suis profondément démocrate, donc je ne serais pas, par exemple, pour l'interdiction de ce genre de parti, sauf s'il prônait des choses qui sont hors la loi. J'en suis pas non plus. C'est l'histoire de la démocratie, mais en effet, elle tient sur notre incompétence partagée, puisque le politique est là, dans les systèmes démocratiques, pour assumer cette part d'incertitude que nous évoquions tout à l'heure au début de notre échange. En fait, il y a des tas de décisions qui ne peuvent pas être prises rationnellement parce que nous n'en savons rien, y compris par l'économie qui a des méandres extrêmement complexes. Si vous faites ceci, vous avez des externalités négatives que vous n'aviez pas prévues, etc. C'est ça le rôle du politique, en fait. C'est d'assumer, c'est d'être le paratonnerre de l'incertitude. Et donc, si vous empêchez certaines arborescences, certaines propositions politiques dans l'espace démocratique, vous n'êtes plus tout à fait, à mon avis, démocrate. Oui, et je ne sais pas si la démocratie se rétrécit ou grandit à prendre ce genre de risque. Moi, je suis plutôt d'avis que ça nous grandit et qu'il y a des étapes douloureuses et pénibles dans l'histoire de la démocratie où on a l'impression de faire des reculs substantiels, mais qui sont aussi consubstantiels de ce qu'est la démocratie. Oui, parce que si vous commencez à
Ah, là, je veux bien, dans le cadre de la loi, c'est normal Oui, d'interdire tout à un fait. parti qui propose d'enfreindre la loi, mais si vous interdisez des partis qui jouent le jeu démocratique dans le cadre de la loi, parce que leurs propositions vous paraissent moralement inacceptables, bien qu'elles se situent dans le cadre de la loi, vous ouvrez la porte à un processus tyrannique, de fait. Parce que qui va définir à un moment ce qui est acceptable ou pas, et ce qu'on doit exclure de l'espace démocratique? À la fin, vous n'aurez plus qu'un seul parti. Voilà. Et donc, je pense que les coûts potentiels à payer sont beaucoup trop forts par rapport aux avantages que l'on a d'éviter un parti qu'on ne voudrait pas voir au pouvoir. Je termine là-dessus. Encore une fois, parce que dans le fil de notre conversation, ça m'est passé par la tête et j'ai pas osé vous interrompre quand on parlait de l'Italie, de Pepe Grillo. Aujourd'hui, l'autoritarisme à l'américaine, à la sauce Trump, parce que c'est toujours renvoyé à l'Allemagne nazie. Et je trouve que c'est une mauvaise comparaison. Mais je suis davantage intéressé par les parallèles entre les débuts du fascisme italien, plus théâtral, grandiloquent aussi, incarné par le Duce. Est-ce que vous voyez, alors, et je ne dis pas qu'ils existent, mais si on doit me renvoyer à des totalitarismes ou des régimes totalitaires, j'ai l'impression que l'Italie colle mieux. Moi, je me méfie des analogies historiques. Je suis d'accord. En effet, il y a dans la grandiloquence, dans le théâtre, mais enfin, vous savez, les nazis avaient aussi un théâtre qui était quand même très, très organisé. Goebbels, il pourvoyait. Donc, il y avait toutes sortes de rituels, etc. Ils avaient compris, d'ailleurs, que le symbole était très important pour fédérer, et l'esthétisme. Le Duce, par certaines de ses positions ridicules, on va dire, aujourd'hui. Mais aussi le corporatisme, qui était celui de l'Italie du début des années 20, qui peut ressembler à ce qui se fait en ce moment sur une toute autre échelle entre les géants du numérique et Trump. Oui, mais vous savez qu'on dit aussi que les nazis ont été largement financés par les grands industriels du temps de l'Allemagne. Donc on peut faire toutes sortes de parallèles et qui sont intéressants, qui peuvent être heuristiques. Moi, je pense que l'histoire ne se répète jamais. Voilà. Et nous sommes là confrontés à une situation qui est inédite, à proprement parler, à des accords qui sont assez inédits. C'est quand même très étrange qu'au départ, par exemple, la côte ouest des États-Unis, avec tous les start-upers, etc., qui était plutôt une branche très progressiste. Hyper progressiste. Voilà. Et même, y compris d'ailleurs Elon Musk, qui était un soutien de Barack Obama, il faut s'en souvenir. Et c'est très intéressant de voir que toutes ces personnes qui s'illustrent à la fois dans le transhumanisme que nous avons évoqué, c'est-à-dire dans des rêveries technologiques pour dépasser la condition humaine, ce qui est une pensée extrêmement progressiste, même qu'on peut rire, mais qui peut faire sourire, mais en tout cas, qui est très progressiste, s'allie avec un espèce de néopopulisme qui s'inspire disons, des formes de démagogie cognitive, de propositions extrêmement spontanées. Je crois que c'est une alliance, une situation relativement inédite, parce qu'aussi il y a les réseaux sociaux, ce qui change beaucoup la donne. Et puis, parce que quand même, ça arrive aujourd'hui au sein de la première puissance mondiale, qui peut forcer le bras, y compris de l'Europe. On le voit bien, par exemple, sur le Digital Services Act, c'est-à-dire sur la modération des réseaux sociaux. Des menaces douanières, vous en savez quelque chose dans votre pays. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui qui n'en sait pas quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il avait été particulièrement menaçant avec ses voisins territoriaux, frontaliers, je dirais, mexicains et canadiens. Direct, ouais, tout à fait. Donc ça, nous nous en souvenons. Donc c'est une situation qui est en quelque sorte ahurissante. Seulement, il ne faut pas rester ahuri, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sidéré. Il faut essayer de penser la situation. C'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est-à-dire sans colère, en prenant un maximum de distance avec mes sentiments politiques personnels, qui ne sont pas inexistants, bien sûr, j'ai mes convictions et mes préférences. C'est possible de penser contre soi-même. Je dis toujours que c'est le premier enseignement que je donnerais à un enfant aujourd'hui, oui. Apprendre à penser contre soi-même. Je crois que penser, c'est ça, en fait. Penser, c'est d'abord penser contre soi-même. Gérald Bronner, ça s'appelle « À l'assaut du réel » aux Presses universitaires de France. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Je ne sais pas si... Merci. S'il y a des choses que j'aurais dû aborder, C'était déjà très vaste et voilà, on a sans doute oublié des choses essentielles, mais c'est bien normal. Mais nous y reviendrons. Merci beaucoup d'avoir eu la patience d'écouter mes questions. À vous à la maison, si vous avez apprécié, vous le savez, il suffit de nous liker parce qu'apparemment, dans le monde numérique, on like plutôt qu'on aime. Si vous avez vraiment aimé, je le répète toujours, abonnez-vous. À très bientôt.